Allô. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Il est 14 heures. On attend 5 minutes le temps que tout le monde se connecte. Je remercie déjà mes intervenantes ici présentes, le docteur Judith Trincard et Betsabe Ifra. Je vous laisse comme d'habitude télécharger une documentation extrêmement riche, précise et intéressante qui vous permettra de mener au mieux à vous professionnels, principalement assistants sociaux, RH, médecins du travail, ou voilà, ou simplement juste, je veux dire, justiciables ou concernés par le sujet. N'hésitez pas à télécharger la documentation dans l'onglet les dossiers si c'est en français, files si c'est en anglais. Et nous vous attendons d'ici 4 minutes. Je vous dis à tout de suite. Pour le son. Oui, pour le son, comment là, je vois, il y a sa photo. Ça commence. Bonjour, vous êtes bien? C'était Emmanuel. Pour ma vidéo. C'est vendredi, franchement. Rebonjour à toutes et à tous. Il est 14h04. Nous n'allons pas tarder à démarrer. On attend les participants qui se sont inscrits nombreux à ce webinaire. Et j'invite ceux qui viennent de se connecter à télécharger la nombreuse documentation dans l'onglet Les dossiers. Très bien. Voilà. Bon, on va démarrer, je pense, le temps que tout le monde arrive. Ça me permettra de présenter nos intervenants du jour. Alors, pour la plupart, vous me connaissez, je suis Judith Buchinger, je suis avocate au barreau de Paris. Je travaille au cabinet d'avocats Buchinger et Rubin depuis à peu près 10 ans maintenant. Et j'anime les petits déjeuners juridiques qui étaient en présentiel pendant 8 ans. On en a fait jusque-là 400, ce qui fait une petite somme, et qui ont été suivis, suivis avec un net succès, on peut le dire, par de nombreux services sociaux du secteur privé-public et désormais par des services RH, des délégués syndicaux, des membres du comité d'entreprise
des médecins du travail. Et ces petits déjeuners juridiques ont pour objectif d'offrir le regard très pratico-pratique de l'avocat sur des sujets de droit et société qui concernent plusieurs professions. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est d'offrir un regard pluridisciplinaire, d'où la diversité et la qualité des intervenants à chaque webinaire. Le sujet du jour est un sujet éminemment sensible. Lorsque je l'ai programmé, l'actualité était extrêmement prégnante sur le sujet de l'inceste et de la maltraitance de manière générale sur les enfants. C'était à l'occasion de la sortie du livre « La Familia Grande » de Camille Kouchner. Ce livre, comme d'autres livres, il y a par exemple un an, lorsque Vanessa Springora a sorti son livre qui s'appelle « Le consentement », a permis vraiment, je dirais, de libérer la parole. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une expression extrêmement usitée, parfois galvaudée sur ces sujets-là, mais il n'empêche que toutes ces notions de consentement de jeunes adolescents à l'acte sexuel, avec Camille Kouchner, tous ces contextes qui entourent les actes incestueux, sont apparus au grand jour. Et ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que ces actes-là, malheureusement, ils ne sont pas nouveaux. Ils sont, comment dire, ils existent depuis la nuit des temps, mais on va dire qu'ils sont délictueux depuis très, très longtemps. Et là, on avait l'impression, à l'occasion de la sortie du livre de Camille Kouchner, qu'on découvrait l'ampleur de la problématique. Et les chiffres étaient tout à fait édifiants, dramatiques. Je pense que pour la plupart d'entre nous, professionnels ou pas, on était assez saisis quand on a appris que, par exemple, un enfant sur 10 était victime d'inceste dans une classe. Vous aviez un enfant sur 10 qui était victime d'inceste, un enfant sur 5 qui était victime de maltraitance, ce qui fait un chiffre tout à fait considérable. Alors, c'est vrai que nous, avocats, vous médecins ou praticiens comme le Betsabe Ifra ici présente, on a l'habitude d'appréhender ces cas avec toute la difficulté et la sensibilité que doivent, les contours que doivent prendre ce type de dossier. Mais c'est vrai qu'effectivement, chaque cas, en tout cas, je parle en mon nom avocate, chaque cas que je rencontre, que ce soit d'inceste, de maltraitance sur mineurs, que ce soit dans le cadre d'une procédure juge des enfants, juge aux affaires familiales, qu'on soit en contact avec la brigade des mineurs, apparaît toujours comme quelque chose de particulièrement difficile, complexe. Or, c'est un phénomène de société, et ce phénomène de société mérite d'être appréhendé avec toute la complexité qu'il mérite. C'est la raison pour laquelle je remercie mes intervenantes du jour, le docteur Judith Trincart, que j'invite à se présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. On a eu le plaisir, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas, l'intérêt de vous écouter à l'occasion de notre webinaire d'avril sur les professionnels face aux violences conjugales. Et on a largement apprécié voilà, la pertinence de vos propos. Donc, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Judith. Alors, il faut rallumer le petit micro. Merci à vous, Judith. Donc, je suis Judith Trincart, je suis médecin légiste, médecin addictologue et médecin de santé publique. Et je suis également secrétaire générale de l'association Mémoire traumatique et victimologie qui est présidée par la docteure Muriel Salmona, qui est une association qui étudie et qui lutte contre toutes les formes de violence, mais particulièrement les violences sexuelles, qui étudie également les concepts de psychotraumatologie et de mémoire traumatique. Et je suis également membre du conseil d'administration de l'association Amicale du Nid, qui est une association qui participe à la réinsertion de personnes en situation de prostitution. J'ai également une consultation pour les personnes demandeuses d'asile le samedi matin à l'hôpital, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil. Merci beaucoup, Judith. Betsabe, je vous passe la parole. Alors, Betsabe a un parcours très, très intéressant que je vous invite à nous résumer aussi rapidement possible. Betsabe, savoir que vous êtes passé d'une profession purement, je dirais, intellectuelle à quelque chose de beaucoup plus corporel. Oui, bonjour Judith, merci de m'accueillir. Alors oui, effectivement, je suis sophrologue et masseuse. Mais je viens d'un autre monde puisque je suis sociologue du travail à la base et que j'ai quand même pas mal travaillé en entreprise.
notamment en recrutement. Et puis petit à petit, avec les rencontres que j'ai faites, et notamment avec le recrutement, j'écoutais énormément les gens et les postures, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des choses à faire avec le corps. J'ai commencé donc avec la sophrologie, j'ai arrêté de travailler en entreprise. Donc ça fait 12 ans que je suis sophrologue aujourd'hui. Et puis c'était pas assez de corps, donc je suis devenue masseuse pour faire encore plus de corporel. Donc je travaille dans plusieurs endroits, donc je travaille déjà en cabinet évidemment dans le 13e, mais je travaille aussi dans plusieurs associations. Je travaille à Gennevilliers, notamment dans une maison des familles autour des femmes et puis de la relation, de la parentalité, de la relation parent-enfant depuis 6 ans maintenant. Je travaille aussi en maison de retraite où je fais de la sophrologie avec les personnes âgées. Et puis depuis peu, je suis aussi entrée à l'hôpital Trousseau où je propose des massages pour les parents, des services de réanimation pédiatrique et de néonatalité. Voilà. Donc tout ça m'occupe parfaitement et encore merci de m'accueillir. Voilà. Merci beaucoup, Betsabé. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec une actualité un petit peu particulière et qui va vous intéresser à vous, assistants sociaux qui participez majoritairement à nos webinaires. Le 4 juin dernier, donc il y a à peu près une semaine de cela, la journée mondiale de la lutte contre les violences sexuelles intrafamiliales, la protection des enfants, donc qui intègre plus, on va dire, les enfants qui sont victimes de conflits armés, mais aussi des enfants vivant dans des pays occidentaux. Et à l'occasion de cette journée-là, la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, a lancé une campagne nationale de prévention contre l'inceste, qui est un sujet encore tabou, et dont l'étendue serait donc largement sous-estimée malgré les chiffres absolument catastrophiques. Donc, il y a eu des affiches de sensibilisation à destination des enfants. Et effectivement, la FCPE a décidé de lancer un hashtag, comme il y en a eu hashtag balance ton porc, hashtag MeToo. Là, ce serait hashtag stop inceste pour donner de la visibilité à cette lutte. Et à travers cette campagne très, très visuelle qui s'adresse d'abord aux enfants pour leur dire un papa, un tonton, un papy n'a pas le droit de faire ça, il faut le dénoncer. Et bien effectivement, la FCPE a décidé en fait, de lever un prisme, je dirais, de l'appréhension des problématiques de l'inceste en disant que l'inceste, ce n'est pas qu'une affaire d'adultes qui doivent protéger les enfants, mais c'est aussi une question d'information des enfants. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Judith Trincart pour vous demander, Judith, vous qui êtes médecin, en quoi l'inceste est une maltraitance toute particulière en termes de violence sexuelle? En quoi elle se différencie des autres types de maltraitance ou d'un viol? Voilà. Après, je donnerai la définition juridique et judiciaire, mais il me semble important de vous donner d'abord à vous, en premier lieu, la parole pour qu'on comprenne bien où se situe la différence en termes de gravité et pourquoi précisément ce sujet-là, en 2021, est encore tabou. Alors, en fait, ce qui est fondamental avec l'inceste, c'est qu'on est dans la transgression d'un tabou, d'une valeur primordiale. Freud avait dit que la société, nos sociétés, ce qui nous différenciait des animaux, c'était que la société humaine était fondée sur le tabou de l'inceste, c'est-à-dire l'interdiction des relations sexuelles entre les ascendants, les descendants, les parents et les enfants. Et en fait, on se rend compte que ce qui est censé nous terroriser, c'est-à-dire cet interdit-là de ce type de relations sexuelles, c'est l'inverse de ce que Freud avait dit, c'est qu'en fait, on est dans la permanence de la transgression de cet interdit. Et on se rend compte à l'heure actuelle
que la transgression de ce tabou de l'inceste, elle est beaucoup plus répandue que ce qu'on croit. On se disait l'inceste, c'est vraiment chez les dégénérés, c'est vraiment chez les pervers, c'est vraiment chez dans les familles horribles, dans des conditions ultra vulnérables, ultra précaires, etc. Et on se rend compte maintenant que la parole se libère, maintenant qu'effectivement il y a ces campagnes MeToo, balance ton porc, etc., que les gens commencent à parler, qu'il y a effectivement ces témoignages de familles qui sont publiés, etc., on se rend compte qu'en fait, l'inceste est beaucoup plus répandu que l'inceste et puis apparenté inceste, hein, c'est-à-dire aussi ces viols pédocriminels, hein, c'est pas forcément un parent génétique, mais c'est ce qu'on appelle des viols par instance tutélaire, c'est-à-dire un proche de la famille, un ami qui représente pour l'enfant une instance parentale en laquelle il peut avoir confiance, avec laquelle il se sent en sécurité, un tonton par alliance ou un ami de la famille qui représente pour lui quelqu'un qui est un assimilé parental. Donc c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit, et au fur et à mesure qu'on découvre l'étendue et la fréquence de ces violences sexuelles, on en reste abasourdi dans la sidération comme les victimes, parce que c'est un impensé et un impensable de se dire que ces agresseurs-là puissent faire autant de victimes. Et donc, par rapport aux autres violences sexuelles, des violences sexuelles entre adultes, par exemple, qui sont déjà effroyables, hein, mais ça, on est dans la transgression d'un tabou fondateur de la société. Et en fait, ce qui s'est passé avec la psychanalyse et Freud, c'est que au fur et à mesure que ses patientes lui décrivaient ce dont elles avaient été victimes, au départ, il a entendu ces incestes, etc. Mais c'est devenu tellement monstrueux pour lui qu'il a fini par abandonner sa théorie initiale, et c'est là où il y a eu la fracture entre Freud et Jung, hein, où Jung, lui, il est resté sur la réalité de ces violences. Et Freud, pour lui, ça a été tellement monstrueux, et puis ça aurait été tellement monstrueux aussi de révéler ça à l'époque, à Vienne, etc., qu'il a lâché sa première théorie pour en venir au complexe d'Oedipe, où c'est l'enfant qui fantasme le fait que l'adulte le désire, hein. Et ça a fait énormément de mal, cette théorie, hein, parce qu'on a eu ensuite ces gens qui ont été pris en charge, qui venaient s'allonger sur un divan et dire voilà, je crois que mon père ou mon grand-père, etc., a abusé de moi, et on leur répondait mais non, c'est le fantasme, c'est le complexe d'Oedipe, c'est fantasmatique, c'est une relation qui n'a pas existé, qui a été imaginée. Et en fait, c'est éminemment destructeur, non seulement parce que ce sont des victimes en construction, l'enfant est un être humain en devenir, donc il n'a pas les mêmes armes psychologiques pour se défendre qu'une victime adulte, par exemple, ou une victime adulte, on a déjà eu la possibilité de se construire, d'avoir du répondant psychologiquement. Donc déjà, quand on voit les dégâts psychotraumatiques sur une victime adulte d'une violence sexuelle, c'est déjà terrible, mais sur un enfant, l'enfant n'a pas la même maturation psychologique pour pouvoir se défendre face à un psychotraumatisme aussi violent qu'un viol, mais en plus être agressé par quelqu'un de l'entourage, que ce soit quelqu'un qui vous est apparenté par le sang ou une instance tutélaire, c'est hyper dévastateur parce que ça brise le lien que l'enfant avait avec cette instance tutélaire, qui est censé la sécuriser, qui est censé le protéger, qui est censé être quelqu'un de fiable vis-à-vis duquel il peut être, c'est une référence, c'est un modèle, et ça dévaste entièrement son univers, et ça provoque des effets psychotraumatiques complètement destructeurs pour l'enfant. Et c'est là où l'inceste a une place particulière, c'est que c'est quelque chose d'impensable et d'impensé pour l'enfant. Et c'est tellement impensable et impensé pour la société que c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Et à ces violences fondamentales psychologiques et physiques se rajoutent souvent des violences secondaires
qui sont que l'enfant, s'il arrive, beaucoup de victimes ont tenté de révéler ce qu'elles subissaient, hein, les violences qu'elles subissaient, et on n'a pas voulu, on n'a pas pu les écouter parce que pour l'entourage, que ce soit aussi bien l'entourage familial que l'entourage social, à savoir l'entourage scolaire, l'entourage psychologique, l'entourage médical, etc., n'ont pas voulu ou pu recueillir la parole de l'enfant quand il a pu dire cet impensé et cet impensable, parce que socialement, c'est aussi impensé et impensable l'inceste. Et donc, quand l'enfant a pu dire papa ou tonton ou grand-père ou mon cousin me fait ça, on lui a répondu tais-toi, ce que tu dis est horrible, ce que tu dis ça n'est pas possible, tu ne peux pas dire des choses pareilles, c'est sale ce que tu dis, tu es un petit monstre. Donc on a rejeté sa parole, on ne l'a pas cru, on n'a pas voulu le croire, on n'a pas voulu l'entendre, et donc ça a été une violence surajoutée de le laisser tout seul face à la violence et c'est une nouvelle maltraitance, le refus de la parole de l'enfant. Et donc, ça crée chez ces enfants, en plus du psychotraumatisme initial et de la mémoire traumatique initiale qui donne lieu, donc on va peut-être en reparler après, et je vais m'arrêter là pour l'instant, des états de stress post-traumatique chronique. Ça donne souvent chez ces enfants ce qu'on appelle des états de stress complexes, des états de stress post-traumatique complexes, c'est-à-dire que ça donne à l'âge adulte des personnes qui n'ont plus confiance du tout, ni dans leur entourage, ni dans le système médico-social, ni dans le système judiciaire, parce qu'elles ont été non seulement violentées, mais en plus, elles ont été rejetées et on ne les a pas crues, on ne les a pas écoutées, et donc ce sont des personnes très, 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 très traumatisées parce qu'elles ont été abandonnées complètement non seulement elles ont été violentées par l'agresseur, mais elles ont été abandonnées par tout le monde. Et donc, c'est des personnes qui sont surmaltraitées, survictimisées et qui ne peuvent plus faire confiance à personne. Merci beaucoup, Judith. Je rebondis sur ce que vous dites pour annoncer l'articulation de ce webinaire qui va d'abord aborder la problématique directe, ça veut dire celle des mineurs concernés par les actes de maltraitance et d'inceste, et dans un second temps, par les majeurs, parce qu'il a été beaucoup question de prescription, avec une récente loi votée notamment sur l'âge du consentement, savoir jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut se réveiller pour porter plainte. On l'a vu d'ailleurs, ben voilà, c'était toute la question qui a été posée notamment dans le roman et aussi dans l'action de Camille Kouchner, qui a parlé au nom de son frère, et la justice qui s'est saisie des faits 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus exactement, après les faits. Et donc, ça pose donc cette question de la prescription, elle est vraiment au cœur de l'appréhension de ce que vous décriviez, Judith, à savoir ce syndrome de stress post-traumatique qui innerve du mineur jusqu'à l'adulte, et parfois l'adulte réalise vraiment ce qu'il a vécu à l'âge adulte. Donc on va découper le webinaire avec ces deux pôles-là, parce que c'est extrêmement important, que ce soit en matière d'appréhension sur le plan médical, thérapeutique et judiciaire, c'est deux manières différentes d'approcher le sujet. Je souhaite la bienvenue à Maître Alex Buchinger, qui est pénaliste, et aussi pour terminer cette importante et nécessaire introduction, je voulais lui poser la question aussi si lui aussi, dans le cadre de son travail, à chaque fois que de l'exercice de sa profession plutôt, à chaque fois qu'il est confronté à des cas de maltraitance ou d'inceste, ça reste, comme le disait le docteur Trinquart, quelque chose de difficile à appréhender, qu'il est difficile de se saisir, dont on se dit, bon, bah, c'est quelque chose de particulier, c'est pas si commun. Ou alors c'est quelque chose que vous voyez au contraire revenir souvent dans les dossiers, Maître Buchinger. Alors, on ne vous entend pas, il faut appuyer sur le petit micro. Alors, le temps que Maître Buchinger arrive, Betsabé Ifra, je vous demande aussi voilà, votre regard sur ce sujet-là. Est-ce que tout ce qui concerne la maltraitance
et même parfois l'inceste, est-ce que c'est des choses qui se révèlent à l'occasion de votre pratique professionnelle? Est-ce que, pour parler un peu prosaïquement, est-ce que les gens se lâchent quand on les touche? Est-ce qu'ils révèlent ce genre de choses, que ce soit les enfants ou les adultes? Alors, il faut savoir qu'effectivement, les gens viennent rarement pour ça. D'accord? Je n'ai jamais de personnes qui viennent, qui s'assoient et qui, pendant l'anamnèse, vont me raconter qu'ils ont été victimes d'inceste. Ça arrive, mais très, très, très rarement. Donc, les gens viennent pour tout un tas d'autres symptômes qui sont liés à ce que dit très justement le docteur Trincart, donc les symptômes liés au stress post-traumatique. Donc, ils viennent pour des insomnies, des crises d'angoisse, des choses comme ça. Et c'est effectivement au fur et à mesure des séances, que ça soit de sophrologie ou de massage, que les choses se révèlent, soit parce qu'ils le savaient déjà et qu'ils osent un peu raconter par le toucher et par la parole, et parce qu'ils sont à nouveau liés avec leurs émotions, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure, soit parce qu'effectivement, quand je pose ma main, surtout dans ce type de problématique, c'est pas si évident de poser la main sur le ventre d'une personne, d'accord, et que il peut se passer des choses, il peut y avoir des libérations émotionnelles, et il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Voilà. Et c'est plus ça que je vois, plutôt que des gens qui arrivent en me disant, voilà, j'ai été victime d'inceste. Non, ça a dû m'arriver une fois, mais c'est tous les symptômes qui sont là. Ils viennent pour ça. Et petit à petit, il y a des choses qui arrivent. Voilà, c'est plus ça qui se passe. Merci beaucoup, Betsabé. Maître Buchinger, vous nous entendez? Ah, on ne vous entend toujours pas. On ne vous entend pas du tout. On ne vous entend pas du tout, du tout. Écoutez, alors, essayez de résoudre le petit problème technique. Et sinon, alors, pendant ce temps, alors, pour rebondir donc sur ce que disait Betsabé et le docteur Trincart, moi je vous donne mon retour en tant qu'avocate. Effectivement, toutes les notions de maltraitance, nous on les voit en dur, je dirais. Les gens viennent pour ça, dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, d'une procédure devant le juge des enfants. La question de la maltraitance des enfants de manière large est là. Et la question plus fine des agressions sexuelles et de l'inceste plane aussi dans l'air. La difficulté qu'on a, nous, avocats, est la suivante. C'est qu'effectivement, on est là pour défendre le client. C'est-à-dire qu'évidemment, on l'écoute, mais on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on n'est pas sophrologue, on ne touche pas les gens, on les écoute. Et l'expertise de l'avocat, précisément, c'est de ne pas prendre forcément complètement pour argent comptant ce que dit la personne. Et c'est là qu'on se retrouve vraiment dans une difficulté, à savoir que sur ces questions-là, quand les gens les expriment, c'est tellement douloureux, c'est tellement sensible que de toute évidence, on ne peut que les croire. On ne peut pas mettre en doute la parole. Sauf que, et vous le savez, alors effectivement, c'est minoritaire, et ça, j'insiste là-dessus, pour vous, assistants sociaux majoritairement, qui recevez les gens à l'occasion de rendez-vous professionnels et qui devaient guider les gens sur le chemin d'une procédure ou d'une thérapie, effectivement, ce qui est très important, c'est d'avoir, me semble-t-il, et je vous invite à interagir dans le chat sur mon ressenti, c'est d'avoir une posture, je dirais, un petit peu complexe. À la fois accueillir la parole de la personne et dire ce que vous avez vécu est vraiment très, très grave. Je comprends votre angoisse, il faut réagir très, très vite. Et aussi faire preuve d'un tout petit peu de discernement quand on sent que les éléments sont un peu flous, un peu trop à charge, un peu trop caractérisés. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que parfois, ces notions-là d'agression sexuelle ou d'inceste sont utilisées contre l'un des parents dans les procédures. Ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qu'on voit souvent et heureusement, à l'occasion souvent d'expertises médico-psychologiques dans le cadre d'une procédure juge des enfants ou juge des affaires familiales, et bien heureusement, la vérité se révèle au grand jour. Soit la vérité dans tout son horreur, mais soit la vérité aussi où la vérité est rétablie. Donc malheureusement, ça aussi, il faut l'avoir un petit peu en tête, c'est qu'aujourd'hui, à la faveur de la libération de la parole, parfois ces notions-là de maltraitance sont utilisées à mauvais escient ou de manière trop automatique. Et je dirais, et là je demande au docteur Trincart et dans un second temps à Betsabé Ifra aussi de réagir, c'est que
ce que j'ai pu voir à travers ma pratique professionnelle, c'est la chose suivante. C'est que les gens qui ont vraiment vécu, il n'y a pas de vraiment, tout est toujours vécu, ressenti. Mais, comment dire, c'est souvent des personnes qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, qui sont dans un grand état de trouble et qui n'arrivent pas forcément tête baissée avec des faits, avec des pièces, etc. Et je dirais que, évidemment, l'idée, c'est pas du tout de faire le tri soi-même en tant que professionnel de qui a raison ou qui a tort, simplement peut-être d'appréhender les choses avec toute la complexité qu'elle mérite. C'est bon. Alors. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez là? On vous entend parfaitement. Ah d'accord, très bien. C'est parfait. Donc j'ai changé d'ordinateur. C'est très bien, c'est très bien. Alors justement, Maître Buchinger, je commençais à parler de notre pratique professionnelle de nous avocats sur l'appréhension de ces sujets d'inceste et de maltraitance. À chaque fois qu'on les rencontre, on les appréhende avec toute leur unicité, leur spécificité, et en même temps, la difficulté, en ce sens que nous sommes avocats, c'est-à-dire que nous représentons les intérêts des gens, et qu'en quelque sorte, effectivement, il nous arrive. On défend autant que des victimes, des parties civiles, que parfois des auteurs ou des présumés auteurs. Et donc, en tant qu'avocat, on doit avoir une appréhension extrêmement complexe de ces sujets-là. Est-ce que vous pourriez nous donner, et on en terminera avec cette longue et importante introduction, votre ressenti de praticien sur la question, vous qui êtes pénaliste, qui pratiquez les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, les bureaux des juges d'affaires familiales, juges des enfants, nous dire un petit peu comment est-ce que vous appréhendez ces sujets-là quand les gens viennent vous voir en matière de maltraitance ou d'inceste. Bonjour à tous. D'abord, le pénal est l'une de mes activités parmi d'autres, mais une activité que je pratique de façon assez régulière. Et effectivement, on est confronté souvent et de plus en plus souvent à des problèmes d'inceste. Alors, la plupart du temps, ce sont des parents qui viennent avec leurs enfants ou des adultes qui viennent nous confier ce qu'ils ont eu à endurer durant leur enfance, leur adolescence. Mais il arrive aussi que ce soit des adultes. Et j'ai en mémoire une personnalité du style de Monsieur Duhamel, là, qui a été mis en cause par sa belle-fille. J'avais pour client une personnalité très connue dans le monde de la communication, qui connaissait absolument tout le monde, et qui un jour est venu me consulter. Il a commencé à m'expliquer le problème d'un ami à lui qui avait des relations avec sa fille car il avait été séparé de son épouse depuis de nombreuses années et que sa fille lui rappelait son ex-épouse. Il a fini par me dire que la personne concernée, c'était lui. Donc, il était convoqué devant un service de police, il a été mis en garde à vue et il a été mis en détention. Donc, l'affaire aurait pu être renvoyée dans la cour d'assises. Elle a été correctionnalisée. Elle a été condamnée à 3 années d'emprisonnement ferme. C'est confirmer ce qui vient de vous être dit, c'est que l'inceste ne touche pas uniquement les milieux défavorisés, ça touche toutes les couches de la société. Malheureusement, aucune famille, si je puis dire, dans le sens large du terme, n'est à l'abri de ce type d'abomination. Maintenant, c'est vrai que les gens que nous sommes amenés à défendre le plus souvent, je dirais dans 80% des cas, ce sont des victimes et dans une vingtaine de pourcents, peut-être un peu moins, ce sont des personnes qui sont soupçonnées d'inceste et qui parfois sont renvoyées dans la cour d'assises après une détention provisoire ou parfois renvoyées dans le tribunal correctionnel lorsque l'affaire a été disqualifiée et correctionnalisée. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais diffuser une très courte vidéo qui va nous permettre vraiment de poser le débat sur tous les angles que j'ai souhaité aborder. Vous allez voir, c'est 1 minute. C'est une vidéo qui date de l'année dernière, mais qui résume très bien les contours à donner au sujet.
La parole est-elle en train de se libérer dans les familles en France ? Quasiment 7 millions de Français disent avoir été victimes d'inceste au moins une fois dans leur vie, c'est-à-dire une personne sur 10, un Français sur 10, chiffre que révèle ce matin l'association Face à l'inceste. C'est beaucoup plus que les dernières données qui dataient de 2015. Écoutez ces témoignages avec Mao Baker-Granier et Cyprien Pézeril. C'est à l'âge de 6 ans que Randaldo a été abusé sexuellement par son père. Sa sœur est aussi victime, des faits qu'elle a oubliés pendant plus de 20 ans. Quand ma sœur a pu parler à ma mère, elle a tellement été pour l'avoir accueillie. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais jamais je le dirais à un adulte. Donc oui, ça a des répercussions sur la vie très graves. Bénévole à l'association Face à l'inceste, elle se bat tout comme la présidente Isabelle Aubry pour changer la loi sur le consentement. Aujourd'hui, la justice exige que l'enfant prouve qu'il n'était pas consentant au moment de l'inceste. Moi, on m'a demandé, le juge d'instruction m'a demandé si j'étais consentante aux relations sexuelles que mon père m'a imposées. Et ça, c'est insoutenable dans notre société. Et au-delà de la loi, l'association réclame un véritable plan dédié à la lutte contre l'inceste, un acte fort qu'elle attend depuis déjà 20 ans. On demande une volonté politique, on demande à ce que le secrétariat d'État à la protection de l'enfance ait de l'argent. Une société qui ne prend pas en compte l'inceste, qui s'en occupe pas, c'est une société déséquilibrée. En premier lieu, l'association souhaite une meilleure formation des professionnels de santé à la question de l'inceste. Alors, je souhaitais remettre en lumière la notion de consentement qui est extrêmement importante dans la définition de l'inceste. Je rappelle la définition juridique de l'inceste. L'inceste, c'est le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit. Ça ne constitue pas une infraction spécifique en soi si la relation est librement consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l'âge de la majorité sexuelle fixé à 15 ans dans notre pays et qui donc ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Notre droit pénal tient compte du lien de famille pour sanctionner et pour définir certaines infractions sexuelles. Les règles diffèrent selon la nature de l'infraction. Viol, autre agression sexuelle ou atteinte sexuelle réalisée à la différence des précédentes, sans violence, menace, contrainte ou surprise, et selon que la victime a ou non dépassé l'âge de la majorité sexuelle. Et là, je vais redonner tout de suite la parole à Maître Alex Buchinger. Je dirais que la première grande différence entre une agression sexuelle et un inceste, c'est que souvent dans l'inceste, à l'occasion des procès, ce qu'on met en avant, ça c'est quelque chose qui est absolument terrible, et Dr Trincard, on l'évoque ensemble, c'est que l'adulte dit en quelque sorte qu'il a été séduit par l'enfant. C'est-à-dire qu'il a eu une sorte de relation avec l'enfant, de proximité telle que finalement, il n'y a pas eu cette qualification pénale des faits, à savoir qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de contrainte, il n'y a pas eu de surprise. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit notamment, on ne va pas le citer tout le temps, mais Olivier Duhamel quand il parlait de la relation qu'il avait eue avec son beau-fils en disant qu'elle avait été précisément consentie parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une agression sexuelle stricte. Maître Alex Buchinger, est-ce que vous abondez dans ce propos-là, dans cette différence extrêmement importante entre une agression sexuelle et un inceste? Oui, j'ai rencontré un certain nombre de fois ce type de situation où effectivement un parent, un père, un oncle, un grand-père, que sais-je, un beau-père qui avait des tendances pédophiles et un de ses enfants, de ses petits-enfants qui se rapproche de lui, qui lui fasse des câlins, qui l'embrasse et qui véritablement lui manifeste beaucoup d'affection, que lui a pris pour une avance sexuelle. Et le drame, c'est qu'effectivement, il n'y a ni violence, ni contrainte, ni menace. Et il y a toutefois le crime d'inceste. Cet enfant qui est totalement innocent, qui ne sait absolument pas ce qui lui arrive, est totalement marqué pour la vie parce qu'effectivement, il perd tous ses repères à partir du moment où effectivement de tels agissements finissent par lui paraître normal. Ça peut impacter toute une vie et ce n'est pas pour autant que
l'auteur des faits va être acquitté, loin de là. Mais par contre, effectivement, ce sera peut-être moins sévère au niveau de la sanction que s'il y avait eu violence, comme c'est le cas même dans le cas de l'inceste, ou séquestration, ou surprise, ou tous les critères qui viennent d'être évoqués. Là, effectivement, ça prend une dimension encore beaucoup plus grande, mais on ne peut pas se permettre de minimiser la gravité des faits criminels que représente le fait d'abuser d'un enfant, même si effectivement l'enfant innocemment s'est rapproché de l'adulte. L'adulte ne peut pas très sérieusement soutenir que l'enfant l'aurait provoqué. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Alors, je vais vous resituer l'apport de la nouvelle loi du 21 avril 2021, extrêmement importante justement sur ce sujet-là, parce que vous devez le savoir absolument, vous, professionnels, c'est-à-dire que toutes ces notions de consentement ont complètement sauté. Alors, je vais vous faire un rapide récapitulatif qui est extrêmement important pour la suite de nos échanges. La loi numéro 2021-478 du 21 avril 2021, que vous avez dans l'onglet des dossiers, vous pouvez télécharger, vise à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Elle a été publiée au journal officiel le 22 avril 2021 et elle trouve son origine dans des propositions de loi déposées par une sénatrice qui s'appelle Annick Billon. Cette loi, elle est née dans un contexte bien spécifique que nous avons évoqué, animé par de nombreuses polémiques, du livre Le consentement de Vanessa Springora, La famille agrandée de Camille Kouchner, en passant par des affaires fortement médiatisées. Je pense que vous en avez entendu parler, d'une petite fille de 11 ans qui avait été violée par un majeur de 20 et quelques années et qui avait été très faiblement condamnée. Là, je vais rebondir sur une des questions qui a été posée dans le chat, que je poserai tout de suite après à Maître Alex Buchinger. Alors, la question, c'est pourquoi cette loi est tellement importante du 21 avril 2021 et tellement novatrice? Est-ce à dire que jusque-là, la législation était insuffisante? Eh bien oui, la législation était insuffisante puisque la législation, elle parlait de l'agression sexuelle sur mineur en la qualifiant d'acte sexuel sans pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise, et que la différence avec l'atteinte sexuelle se situe dans la notion de consentement. Et donc, concernant l'inceste, précisément donc les faits d'inceste, eh bien souvent, les auteurs mettaient en avant le consentement de l'enfant. Et donc, il y avait une sorte de dépénalisation, à savoir pas de dépénalisation, c'est-à-dire qu'on descendait, je dirais, d'un cran, on passait du niveau agression sexuelle au niveau atteinte sexuelle. Et donc, effectivement, comme l'a dit une des participantes dans le chat, les peines étaient beaucoup moins importantes. Si l'acte sexuel est commis sans le consentement de la victime, les faits donc seront qualifiés d'agression sexuelle. S'il n'y a pas de pénétration, on reste dans le cadre de ce délit. Et s'il y a pénétration, il s'agit d'un viol, donc d'un crime. Alors, quelle est la clé de la qualification juridique des faits? La qualification juridique des faits, elle réside donc dans la notion de consentement, qui n'est pas définie en tant que telle par la loi, qui mentionne seulement, je dirais, à contrario, l'absence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, ce qui rendait à l'époque donc la notion relativement floue. Quels sont donc les apports de la nouvelle loi? La nouvelle loi, elle crée 4 nouvelles infractions et j'en aurai terminé avec cet exposé. La première infraction, c'est le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans. Le deuxième, c'est le crime de viol incestueux sur mineur de moins de 18 ans, punis tous deux, donc le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans et de moins de 18 ans, punis tous deux de 20 ans de réclusion criminelle. La troisième infraction, c'est le délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, qui modifie cet article polémique 222-22-2 du Code pénal et qui précise désormais que constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. Donc, vous voyez maintenant, l'article 222-22 a été modifié, puisqu'on ne parle pas simplement d'agression sexuelle en termes d'agression, mais aussi en termes d'atteinte. C'est-à-dire qu'on envisage tout le prisme des agressions, de l'atteinte à l'agression. Le délit, enfin, la quatrième infraction, le délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 18 ans. Et ces deux nouveaux délits sont punis de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ce qui veut dire
pour terminer sur ce point juridique, que la question de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise dans le cadre du viol ou de l'agression sexuelle ne se pose plus. Les juges n'ont plus à établir cette situation. Et c'est là que c'est extrêmement important, à savoir que tout cet aspect-là qui obligeait notamment les victimes à se justifier, à dire « mais oui, il y a eu contrainte, oui, il y a eu violence », eh bien, ce sera envisagé d'emblée. Docteur Trincart, concernant les mineurs, est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur cette fameuse notion de consentement et nous réaffirmer ici, s'il en était besoin, mais parce que c'est extrêmement important, que le consentement d'un enfant ne se présume pas, un enfant ne consent jamais à un acte sexuel. Alors, comme tout à l'heure, je vous disais, l'enfant, c'est, enfin le mineur, au sens large, c'est un être adulte en devenir. Il n'est pas terminé, entre guillemets, c'est-à-dire que sa maturation psychosomatique n'est pas terminée. On sait par exemple que le cerveau ne termine ses acquisitions et sa formation qu'à l'âge de 25 ans. Voilà. Donc la société a décrété qu'on devenait adulte à partir de l'âge de 18 ans, mais c'est des frontières qui sont établies de manière sociétale et juridique, voilà, pour permettre la constitution d'usages, de coutumes, de règles. Mais ça ne correspond pas forcément à des réalités biologiques, neurologiques, somatiques, etc. Bon, le cerveau ne termine sa maturation qu'à l'âge de 25 ans. Ça veut dire qu'à 18 ans, on n'a pas encore acquis toutes ces compétences neurobiologiques. Voilà. C'est pour ça, par exemple, que l'usage de certaines drogues, de certains produits, de certains toxiques, etc., vont considérablement altérer nos compétences neurophysiologiques quand on commence à les prendre à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, parce que ça va altérer notre structure neurophysiologique et que en général, ça se fait dans ce sens-là, on va perdre des compétences neuronales par l'usage de ces produits. Donc, c'est par exemple pour ça que c'est très dangereux de prescrire certains types de médicaments chez des sujets jeunes, parce que ça va altérer les capacités, les compétences neurophysiologiques de l'individu. Et voilà. Et donc, c'est important que les enfants et les adolescents bénéficient d'un très bon entourage avec les meilleures possibilités qu'on puisse leur donner jusqu'à l'âge de 25-26 ans, parce que leur substratum neurobiologique est toujours en constitution jusqu'à l'âge de 25 ans. Et ça, c'est pas connu de tout le monde. En tout cas, c'est la société décrète qu'on on a fini sa maturation à l'âge de 18 ans, ce qui n'est physiologiquement pas le cas. Voilà. Il y a des sociétés où on marie les petites filles à l'âge de 13-14 ans, alors que la maturation génitale, des organes génitaux, etc., les compétences, ne se terminent qu'à l'âge de 17-18 ans. Et on commence à leur faire avoir des relations sexuelles à l'âge de 13-14 ans, elles tombent enceintes, elles font des fausses couches à répétition. Pourquoi? Parce que leurs organes génitaux sont pas prêts pour pouvoir avoir des grossesses. Voilà. Donc le corps humain, que ce soit sur le plan somatique ou sur le plan neurologique, ne correspond pas forcément aux normes qui sont édictées par la société. Sur le plan des relations affectives et sexuelles, le consentement, ça n'existe pas pour un enfant parce que l'enfant n'est pas un adulte. Il n'a pas la maturation d'un adulte. Il n'est pas prêt pour avoir des relations sexuelles adultes. Voilà. Après, les enfants ont des relations affectives et un développement génital sexuel en rapport avec leur développement.
Voilà. Donc il y a des échanges entre enfants, hein, le touche pipi, on joue au docteur, etc. C'est pour ça que l'éducation sexuelle des enfants, elle est importante, notamment via l'éducation scolaire. Et c'est pour ça qu'on propose des programmes d'éducation sexuelle dès la maternelle, parce que c'est important. Et effectivement, l'enfant, il a un développement à la génitalité qui correspond à son âge. Mais dans ses rapports avec l'adulte, c'est ce qu'expliquait maître Alex Buchinger tout à l'heure, l'enfant, il peut se tourner vers l'adulte pour avoir un échange affectif avec lui, mais c'est en aucun cas ce que peut espérer un adulte des relations sexuelles entre adultes. Et c'est là où l'adulte doit tenir toujours sa place. C'est-à-dire que s'il voit un enfant se tourner vers lui et lui faire des bisous, des câlins de manière insistante et avoir un certain échange affectif, ce n'est en aucun cas la même chose que les échanges sexuels entre adultes. Et c'est là où l'adulte doit tenir toute sa place et dire à l'enfant, mais je t'aime, j'ai de l'affection pour toi, mais nous n'avons pas la même maturité. Nous n'avons pas la même maturation. Tu restes un enfant, je reste un adulte. Point, ça s'arrête là. Et c'est là où on a tout le discours pervers des pédocriminels qui disent mais si l'amour physique, les échanges sexuels sont possibles entre enfants et adultes. Et c'est cette manipulation de l'affect des enfants qu'ils engendrent en disant que ces échanges sont possibles entre adultes et enfants. Et le consentement des mineurs n'existe pas, ne peut pas exister, puisque l'enfant ne finira sa maturation complète, génitale, sexuelle, affective, que lorsqu'il atteindra l'âge de la majorité. Merci beaucoup, Judith. Alors, on va, je vais, oui. Juste pour compléter, je voulais juste montrer ce document qui a été réalisé par Mémoire traumatique et victimologie, donc qui est l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, parce que j'aurais pas le temps de détailler toutes les statistiques, hein, mais qui est très très bien fait. Donc il existe en 2 versions. Il y a la version qui fait 200 pages. Et la version courte qui a un petit rapport de 20 pages pour les personnes qui veulent avoir les statistiques principales en gros, mais que je vous invite à consulter parce qu'il est vraiment très 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 complet. C'est une enquête qui a été réalisée auprès de 1200 personnes victimes de violences sexuelles qui ont répondu à notre enquête. Alors ça date de 2015, donc maintenant ça date un petit peu, mais l'enquête va être réactualisée par Mémoire traumatique et victimologie. Elle va être refaite pour avoir des données un petit peu plus récentes. Et vraiment, c'est très, très complet. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par le sujet, je vous invite vraiment à le consulter. C'est disponible sur notre site mémoiretraumatique.org. Merci beaucoup, Judith. Alors, je continue sur une notion extrêmement importante parce que les échanges sont passionnants et finalement, on a un espace-temps assez court sur la parole de l'enfant. Alors, je vais d'abord interroger Betsabé Ifra, puis Maître Alex Buchinger et enfin encore vous, Judith Trincard. Alors, on a une intervenante qui nous dit, Maître Alex Buchinger, peut-être je vais commencer par vous. Par rapport, alors on va pouvoir après relier ça à la manière dont on reçoit la parole de l'enfant. Elle pose la question, comment est-ce qu'un enfant peut se reconstruire? Et ça, on viendra tout de suite, on va tout de suite expliquer qui fait quoi sur ces problématiques-là au niveau judiciaire. Comment un enfant peut se reconstruire quand la justice ne condamne l'auteur qu'à 2 ans? Et qui plus est, quand l'auteur est l'un des parents. Donc, en résumé, Maître Alex Buchinger, est-ce que tout ce qui concerne la maltraitance sur mineurs et plus spécifiquement l'inceste, les peines sont faibles, c'est-à-dire que la parole de l'enfant n'aurait pas été assez prise en compte? Alors, pas nécessairement, et je vais vous donner un exemple concret. Pendant longtemps, effectivement, la justice avait tendance à ne pas tenir compte de la parole de l'enfant, et lorsqu'une mère venait dénoncer des faits
du type inceste, agression sexuelle, viol sur enfant, on avait tendance à considérer qu'il s'agissait d'un argument généralement dans le cadre d'une procédure de divorce. Aujourd'hui, on assiste au phénomène inverse, c'est-à-dire que dès qu'une accusation de ce type est portée, le juge aux affaires familiales, lorsque la procédure est en cours, divorce, séparation, sort le parapluie, le parachute, et suspend tout droit de visite, tout droit d'hébergement, jusqu'à ce que la justice pénale, la brigade des mineurs, ait fait son enquête et qu'on aboutisse à une ordonnance de classement sans suite. Donc c'est le phénomène inverse, on prend très au sérieux la parole des enfants, et je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière. J'étais l'avocat d'un monsieur, bien sous tout rapport, dans le cadre d'une procédure de divorce un peu conflictuelle, un peu difficile, et un beau jour, je reçois un appel de la brigade des mineurs. Monsieur, votre client, monsieur X, est en garde à vue, il vous a désigné. J'arrive, donc à l'époque c'était au Quai de Gesvres à Paris, je vois ce monsieur en garde à vue, et qu'est-ce que j'apprends? Il est soupçonné d'avoir violé ses 3 enfants. Les enfants avaient 9 ans, 7 ans, 6 ans, et les 3 enfants accusaient le père de viol. La mère, bien entendu, avait déposé plainte. Et donc, ignorant ce qui s'était passé, incapable de faire la part du vrai et du faux, car effectivement, dans des contextes comme celui-là, il arrive souvent qu'on soit extrêmement surpris. J'ai suivi donc la garde à vue, le déferment, la comparution la première comparution dans le juge d'instruction, le juge des libertés de la détention qui devait statuer sur le fait soit de placer ce père sous mandat de dépôt, soit le placer sous contrôle judiciaire. Et effectivement, il y avait quelques arguments qui m'ont permis de faire pencher la balance quant au placement sous contrôle judiciaire. Donc, il est ressorti de là complètement démoli au bout de 2 jours. Mais encore une fois, je ne connaissais pas la vérité. Lui clamait son innocence, l'épouse criait au viol et les enfants avaient apporté un témoignage très circonstancié. Il a fallu attendre, j'avais poussé à la roue, insisté pour que une confrontation puisse avoir lieu dans le cabinet du juge d'instruction entre le père et les enfants. Alors, les juges d'instruction, lorsqu'une personne n'est pas détenue et est libre, ont tendance à laisser le temps au temps, la priorité étant donnée au dossier où il est détenu, car là, le juge d'instruction est tenu par des délais très stricts, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une personne est mise en examen, mais uniquement placée sous contrôle judiciaire. Donc, j'ai fait en sorte que j'ai pris un risque, bien entendu, mais je voulais véritablement que la vérité se sache. Le but n'était pas de sauver la mise, entre guillemets, de mon client. Si effectivement les enfants avaient été violés, ça aurait été extrêmement grave. Donc, le but, c'était la manifestation de la vérité. Le client se présente, les 3 enfants sont là avec leur mère, et le juge d'instruction, un juge spécialisé de la section des mineurs, entend un à un les enfants, et avant même que la confrontation ne commence, il nous dit, écoutez, les enfants m'ont avoué, l'aîné et le deuxième, m'ont avoué que c'est leur maman qui leur avait demandé d'accuser leur père de viol, qu'en réalité, il ne s'était jamais rien passé. Alors, bien entendu, il a bénéficié d'un non-lieu, comme il avait été mis en examen. Il aurait pu se retourner contre la mère pour dénonciation calomnieuse. Mais comme c'était un homme intelligent, il a privilégié la bonne relation avec ses 3 enfants. Donc, cette relation qui avait été interrompue du fait de la plainte a pu reprendre harmonieusement. Les enfants lui étaient très attachés. Et curieusement, il n'en a pas trop voulu à sa femme parce que sa priorité, c'était effectivement les enfants. Donc, c'est une anecdote vécue. On assiste à des situations malheureusement terribles, dramatiques sur lesquelles je ne vais pas insister, où effectivement des pères ont commis l'irréparable sur les enfants avec toutes les conséquences que l'on connaît. Mais voilà un cas où effectivement la parole des enfants
été entendue, la parole de la mère a été entendue, et en réalité, il s'agissait d'une mystification absolument terrible. Mais c'est effectivement très intéressant comme cas, parce que c'est ce que nous, on voit passer à vos cas, et encore une fois, il faut toujours aborder ces sujets avec la complexité qu'elles méritent. Betsabé Ifra, vous diriez que vous qui pratiquez une profession qui permet aux gens de faire advenir la parole, est-ce que, comme Mouaroud et d'autres d'ailleurs, et je le pense tout à fait aussi, et il faut le penser, que quand on parle d'un sujet aussi grave que l'inceste, qui est tellement difficile à exposer, il faut croire, il faut prendre en compte systématiquement la parole de l'enfant. Alors, oui, tout à fait. Il faut croire. Alors, le problème des enfants, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup parce qu'ils ont une espèce de fidélité absolue à leurs parents. D'accord ? Ils aiment tellement leurs parents que même maltraités, ils vont se taire. C'est très important. Donc, un enfant ne va pas parler. Un enfant peut penser que c'est normal et un enfant va être plein de culpabilité par rapport à ce qui lui arrive, parce que l'inceste, c'est aussi, et là, on n'en parle pas, mais c'est aussi beaucoup de culpabilité de l'interdit, mais c'est aussi du plaisir parfois, hein, qui est physique et ressenti. Et donc, il y a une énorme culpabilité. Donc, il y a tout ça qui se met en place et l'enfant ne parle pas. Donc, je rejoins vraiment ce qu'a dit Judith Trincart sur la prévention et sur tout ce qui peut être fait dans les associations, dans les écoles, parce que souvent, c'est le psychologue qui va tout d'un coup de l'école se rendre compte qu'il se passe quelque chose de pas normal dans la famille. Donc c'est très très important que tous ces relais, que ça soit donc à l'école ou ailleurs, hein, moi je parle de l'école parce que je connais des cas, se mettent en place. Et puis dans ces écoles-là et dans toutes ces structures, ce qui est aussi important, et là je parle de mon point de vue, c'est de transmettre aux enfants que le geste, que le toucher, ça peut être très bienveillant, mais d'enseigner ce toucher. Juste, j'ai animé un stage il y a pas si longtemps que ça, 3 semaines avec des enfants de massage. D'accord, avec une éducatrice qui est venue pour ça. Les enfants, ils se servent de leurs mains, mais de façon très facile. Il n'y a pas de sexualisation du geste, évidemment. D'accord. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on apprend à un enfant, par exemple, à se masser ou à masser les autres? On lui apprend aussi la limite de son corps. D'accord? On lui apprend que son corps, il est très important, que son corps, c'est sa maison. C'est pas juste son esprit, c'est quelque chose qui existe. Et à partir du moment où il va habiter sa maison, il va être là, alors il va pouvoir commencer à poser des limites et à dire non, stop, là c'est pas possible, là c'est pas pour moi. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire vraiment en prévention de réhabiliter le toucher, de réhabiliter le geste, et là du coup la parole elle va pouvoir s'exprimer plus facilement, puisque l'enfant va dire ah non là il y a un truc qui va pas. Mais sinon moi j'ai jamais eu d'enfant de ce cas, ce sont les psychologues qui recueillent cette parole là. Voilà. Merci beaucoup Betsabé. Alors, pour continuer sur cette question importante, si les enfants, si le constat, et c'est un constat majoritairement partagé par nous professionnels, si les enfants ont tellement de mal à parler, à faire advenir la parole, parce que confidentialité, parce que honte, parce que culpabilité, parce que complexité du ressenti, etc. Et parce qu'aussi, les enfants sont tout à fait au courant, et souvent les adultes leur disent, moi j'ai eu des enfants dans mon bureau qui m'ont dit, je sais que si je le dis, papa ou maman va aller en prison. Et ça, l'idée de la prison, c'est quelque chose qui fait très très peur, que les enfants découvrent très tôt en lisant Picsou Magazine ou ce genre de choses, excusez-moi ces références, ou Lucky Luke, mais ils ont une idée de ce que leur parole pourra provoquer. Maintenant, la question qui va être extrêmement importante, je vais la poser d'abord à Maître Alex Buchinger, après à vous, Dr Trincart, c'est la question du signalement. Puisqu'effectivement, les signaux sont faibles, puisque la parole souvent n'est pas là. Que doivent faire les professionnels pour mettre en lumière, pour signaler des faits de maltraitance ou pire d'inceste? Maître Alex Buchinger.
Eh bien, les professionnels doivent signaler. Ils ont l'obligation de signaler, malgré cette notion sacro-sainte pour bon nombre d'entre eux de secret professionnel. Les professionnels, que ce soit les assistantes sociales, les médecins, les psychologues, ce secret professionnel, il est levé lorsqu'effectivement il y a des signes de maltraitance, notamment de cet ordre-là. Et la loi, elle est très claire. Ils ont non seulement la possibilité, mais le devoir de signaler. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont effectivement les signalements des médecins, des travailleurs sociaux, qui font que bon nombre d'affaires sont mises à jour, alors qu'elles auraient été totalement ignorées. Car, mesdames, comme vous le dites très, très justement, pour l'enfant, il y a très souvent un conflit de loyauté. Si effectivement un enfant est victime de façon indiscutable, il a beaucoup de mal à d'abord à prendre véritablement la mesure de ce qu'on lui a fait subir, et ensuite il est écartelé entre sa mère d'un côté et son père de l'autre, car un père pédophile ou un oncle pédophile ou un grand-père pédophile peut à côté de cela être quelqu'un de tout à fait affectueux, de tout à fait aimant, entre guillemets, de façon extrêmement malsaine, mais aimant, faisant des cadeaux. Donc l'enfant, effectivement, souvent se tait, comme vous l'avez dit, l'enfant se tait parce qu'effectivement, il ne veut pas, lui, mettre en cause tel ou tel membre de sa famille. Maître Alex Buchinger, excusez-moi de vous couper. Là, je vais poser une question extrêmement importante. Quand on a parlé à l'occasion des précédents webinaires, notamment celui au cours duquel vous avez participé, docteur Trincart, concernant les violences conjugales ou intrafamiliales, on le sait, pour porter plainte ou pour faire advenir un dossier ou obtenir une ordonnance de protection ou pour faire condamner l'auteur de violence conjugale, il faut avoir un dossier constitué. C'est-à-dire il faut avoir des photos, il faut être passé par des unités médico-judiciaires, il faut avoir un suivi peut-être psychiatrique ou psychologique, il faut avoir réuni des pièces, des attestations. Et on sait à quel point, même si aujourd'hui il y a une extrême vigilance sur ces questions-là, les pièces sont extrêmement importantes. Maître Alex Buchinger, en matière d'inceste ou de maltraitance sur mineurs, qui commence souvent d'ailleurs par des maltraitances psychologiques, et là, précisément, souvent, on n'a pas de pièces, puisque la parole de l'enfant peut faire défaut. Est-ce que la procédure peut quand même suivre son cours en l'absence, je dirais, d'éléments significatifs hors la seule parole de l'enfant? Absolument, absolument, et je vais vous dire comment. Effectivement, ce type d'infraction se déroule dans le huis clos familial. Souvent, personne n'est au courant. Parfois, certains membres de la famille, comme vous l'avez dit très justement, ferment les yeux, font semblant de ne pas voir, mais des preuves, il est extrêmement difficile d'en recueillir. Donc, le moyen de faire prospérer une telle procédure, une telle plainte, on va déposer plainte au commissariat, c'est pris très au sérieux, contrairement à ce qui se passait il y a encore une dizaine, quinzaine d'années. L'enfant est entendu, il est filmé, donc toutes les auditions sont filmées, mais surtout, il y a une réquisition des unités médico-judiciaires et on confie l'enfant non pas à un médecin assermenté, spécialisé dans la réparation du préjudice corporel, mais à un psychiatre ou à un psychologue. Effectivement, j'ai eu le cas encore la semaine dernière, une garde à vue, un père qui a été mis en garde à vue. J'étais dans cette affaire l'avocat de la maman et de l'enfant. Eh bien, le psychiatre qui a examiné l'enfant a fait un rapport en disant que l'enfant est d'une totale crédibilité, qu'il n'y a pas l'ombre d'une mythomanie chez lui. Alors, il est parvenu à le faire parler. Là où effectivement c'est beaucoup plus difficile, c'est que vous avez bon nombre d'enfants qui ne parlent pas, qui se terrent derrière un mutisme, précisément parce que la parole ne sort pas, il y a ce conflit de loyauté, il y a la crainte des conséquences. Mais dans le cas que je viens d'évoquer, qui remonte à 8 jours, effectivement, ce qui a permis de mettre le père en examen
et de le placer sous mandat de dépôt à la demande du juge des libertés et des détentions, c'est précisément la crédibilité de l'enfant, et les psychiatres et les psychologues assermentés auprès des unités médico-judiciaires sont rompus à ce genre d'examen et se rendent immédiatement compte si un enfant est sincère dans ses déclarations ou au contraire s'il a été instrumentalisé par l'autre parent. Merci beaucoup, maître Alex Buchinger. Donc la parole de l'enfant suffit, et ça c'est extrêmement important pour vous, notamment assistants sociaux, quand vous recevez des personnes concernées par ces problèmes urgents, importants, etc. Il faut les rassurer, contrairement à d'autres dossiers qui mettent en jeu des violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales. La parole de l'enfant suffit. Docteur Trincart, vous qui êtes face aussi à de nombreux professionnels, qu'est-ce que vous conseillez en matière de signalement à maltraitance sur mineurs de manière générale, mais plus particulièrement d'inceste? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux professionnels ici présents pour faire au mieux, je dirais, leur signalement, en tout cas amorcer l'action la plus pertinente sur ces sujets-là? Alors, ça dépend de ce que le professionnel repère comme signaux d'alarme. Ça dépend de ce qu'il a à se mettre sous la main pour faire son signalement. Ça dépend du degré d'urgence. S'il a réussi à recueillir la parole de l'enfant ou de l'adolescent qui clairement énonce des faits de maltraitance ou d'inceste, il faut faire un signalement le plus rapidement possible, mettre l'enfant à l'abri le plus rapidement possible. Là, il faut faire un dépôt de plainte le plus rapidement possible de manière à ce que l'enfant soit mis à l'abri le plus rapidement possible. Donc, si on peut obtenir de pouvoir faire un dépôt de plainte, si l'enfant est accompagné d'un adulte qui peut immédiatement réaliser un dépôt de plainte, etc., pour qu'on puisse obtenir une ordonnance de protection, que l'enfant soit mis à l'abri rapidement, c'est ce qu'il faut faire. Après, si on n'a pas de matériaux suffisants, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu obtenir, qu'on a une suspicion qu'il se passe quelque chose, etc. Là, après, tout dépend du degré d'urgence. Faire un signalement le plus rapidement possible avec un degré d'urgence maximum. Dans ce cas-là, il faut se retourner vers le procureur. Avec le procureur, il y a un numéro de fax pour faire des signalements au procureur. Pouvoir éventuellement contacter directement le procureur par téléphone en disant voilà, je pense que cet enfant est victime d'inceste, il y a un degré d'urgence à le mettre à l'abri, etc. Là, il faut absolument pas hésiter à contacter le procureur directement pour faire un signalement de vive voix et ou par fax pour doubler le signalement, être sûr que ça a bien été réceptionné. Si on a un degré d'urgence moindre avec peut-être un matériau qui est moins abondant, où on a une suspicion que on se retrouve à un cas d'inceste potentiel, mais avec on n'a pas de certitude, on n'a pas suffisamment d'éléments caractérisant l'infraction. C'est peut-être, on n'est pas sûr et certain. À ce moment-là, il faut faire un signalement d'informations préoccupantes auprès de la CRIP du département, donc la cellule de recueil des informations préoccupantes. Pareil, soit on peut le faire par fax si le degré d'urgence est moindre, ou on peut appeler aussi la CRIP pour faire son signalement, mais toujours en doublant d'un écrit avec le maximum d'éléments d'informations dans le signalement, avec l'identité de l'enfant, l'identité de la famille, l'identité de l'auteur probable si on l'a, la nature des éléments qui constituent l'infraction, etc., donnant un maximum d'informations. Cependant, il faut bien faire attention avec la CRIP, parce que les CRIP sont plus ou moins réactifs selon les départements. Donc, il y a des CRIP qui sont très, très réactifs sur certains départements et il y a une action qui va être menée dans les 15 jours. Et malheureusement, sur certains départements, il y a des CRIP qui réagissent en 6 mois. Donc, si vous n'avez pas de retour sur votre information préoccupante dans le mois qui suit le signalement, n'hésitez pas à remonter au créneau, à les contacter directement ou du coup à contacter le procureur
parce que voilà, il faut que vous avez fait un signalement, il faut avoir un retour rapide. Et si vous voyez que dans le mois qui suit votre signalement, vous n'avez pas de retour de la CRU, il faut faire une suite à votre signalement parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de voilà, il y aura pas de retour qui sera fait par la CRU. Merci beaucoup, docteur Trincart. Et c'est très très important parce que voilà, c'est vraiment le reflet de votre pratique, de votre expérience. On va terminer sur la partie des enfants directement victimes pour passer aux mineurs victimes devenus majeurs avec le délai de prescription, parce que c'est vraiment la nouveauté de cette loi d'avril 2021. Mais pour terminer sur cette question du signalement, Betsabé Ifra, vous qui naviguez dans différents univers professionnels, que ce soit la PHP, que ce soit des maisons de famille, que ce soit des particuliers qui viennent vous voir, est-ce que vous avez l'impression que les professionnels sont parfois réticents à faire un signalement quand ils apprennent de la maltraitance ou de l'inceste? Pardonnez-moi. Alors, je trouve que c'est pas tant en termes de professionnels, mais que de milieu. Voilà. Moi, je dirais plutôt que ça dépend des milieux. Il y a vraiment des milieux sociaux où les professionnels de ces milieux ne veulent pas signaler, voilà, parce que l'enfant va être placé dans des conditions qui ne seraient pas les mêmes que les conditions à la maison, parce que ça ne se fait pas chez eux, par tout cet environnement social, culturel et religieux, et donc vraiment, c'est les psychologues signalent. Moi, j'ai le cas là, j'ai une petite fille en ce moment en sophro dont le cas a été signalé par la psychologue de l'école. Mais les professionnels signalent juste. Pour moi, c'est vraiment une question de milieu. Et c'est pas la même chose. Gennevilliers, ça signale pas forcément beaucoup parce que ce sont des milieux où il faut pas que ça se sache. Et on est encore dans des choses comme ça. Là, à côté, où j'habite, c'est pareil parce que c'est des milieux aisés. Donc, ça ne se sait pas. Il faut pas que ça se sache. Donc, c'est pas lié aux professionnels selon moi. Plutôt au milieu. Merci beaucoup, Betsabé. C'est très, 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 très important et intéressant ce que vous dites, parce que ça donne une appréhension vraiment très, très fine du sujet. C'est-à-dire que, et ça je le redis, c'est pas parce qu'on a les outils à disposition qu'on les utilise forcément. Et ce que vous dites est d'autant plus important que c'est à la limite contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que dans des catégories socio-professionnelles qui sont à même de comprendre tous les mécanismes juridiques et judiciaires de ces questions-là, on s'empare plus facilement du sujet, on les dénonce plus facilement. Eh bien, encore une fois, pardonnez-moi de revenir à la Familia Grande de Camille Kouchner, on parle quand même de personnes qui sont dans le milieu du droit, qui disent le droit. Et c'est ces mêmes personnes-là chez qui la parole était complètement verrouillée, de telle sorte qu'il était impossible de la faire émerger. Donc, ce que vous dites, Betsabé, est extrêmement important. Maintenant, voilà, la question est éminemment large. Un webinaire même d'1h30 ne suffit pas, évidemment, à englober tous les contours du sujet. Donc, n'hésitez pas à télécharger dans l'onglet les dossiers tous les documents sur ces questions-là. Maintenant, je souhaite passer à un autre aspect qui est extrêmement important, soit sur le plan judiciaire en matière de prescription, mais aussi en matière de trauma, précisément de mémoire traumatique. La nouveauté de cette loi du 21 avril 2021, c'est la création d'une prescription de l'action publique dite glissante ou en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire? Le délai de prescription du crime de viol et des délits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sur mineurs, instauré par la loi dite Schiappa d'août 2018, reste de 30 ans pour le viol et de 10 ans pour l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle à compter de la majorité de la victime. Lorsque l'agression sexuelle ou l'atteinte sexuelle est commise sur un mineur de 15 ans, le délai de prescription est porté à 20 ans à compter de la majorité de la victime. Ainsi, l'action publique se rapportant à un mineur victime d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle peut être engagée, et rappelez-vous cet âge-là, jusqu'à ses 48 ans
en cas de qualification criminelle des faits et jusqu'à ses 28 ou 38 ans en cas de qualification délictuelle des faits. 48 ans, c'est quand il y a viol. 28 ou 38 ans, c'est tout le reste, je dirais, du prisme des atteintes sexuelles et des agressions sexuelles. Pour rappel, s'agissant des victimes majeures, le crime de viol se prescrit par 20 années et le délit d'agression sexuelle par 6 ans à compter de la date de commission de l'infraction. Qu'est-ce que ça veut dire prescription glissante ou en cascade? Ça veut dire que le délai de prescription du crime de viol sur mineur peut être prolongé dès lors que l'auteur commet sur un autre mineur et avant l'expiration du dit délai un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. Le délai de prescription du crime de viol initial est alors prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction commise, ce qui fait que, comme on le dit, ce seraient des infractions en cascade et ça repousserait le délai de prescription bien au-delà de cette ligne du temps, je dirais, de 48 ans. Donc ça, c'est extrêmement important, cet allongement du délai de prescription. Et cet allongement du délai de prescription, j'en ai terminé, il encadre aussi un délit très spécifique qui est le délit de non-dénonciation de sévices sur mineurs. Et ça vaut précisément concernant l'inceste, puisqu'en matière d'inceste, on parle souvent d'omerta. Eh bien, effectivement, ce délit de non-dénonciation de sévices des mineurs est inclus dans cet allongement du délai de prescription. Donc, vous voyez, tout ça, c'est extrêmement important parce que ça va permettre aux personnes qui se réveillent à l'âge adulte en réalisant ce qu'ils ont vécu et se disent, il faut que je fasse quelque chose de ce trauma. Maître Alex Buchinger, je vous donne d'abord la parole. Est-ce que vous voyez passer souvent au cabinet des adultes qui veulent intenter des actions en justice contre des proches parents qui auraient abusé d'eux, soit dans le cadre d'une atteinte sexuelle, d'une agression sexuelle ou d'un viol enfant? Et est-ce que ce sont des procédures qui sont, selon vous, au bénéfice de l'allongement de ce délai de prescription qui vont être plus simples à engager? Pardon, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Il faudrait demander à quelqu'un de rallumer le micro. Alors, j'en profite pour évoquer la question de Moiroud aussi dans le chat. Concernant le signalement, avons-nous la même responsabilité de signalement, l'agresseur étant encore en vie, donc susceptible d'agresser d'autres enfants? La question éthique est compliquée, pas question de court-circuiter la patiente qui n'est pas prête à se saisir de la justice, mais que faire en sachant qu'il y a un individu potentiellement dangereux pour les enfants en liberté? C'est une question éminemment importante. Donc peut-être d'abord cette question-là, en fait, Maître Alex Buchinger. Oui, les adultes viennent vous voir, ils vous disent « j'ai vécu ça quand j'étais enfant, mais je ne veux pas porter plainte ou je ne me sens pas prêt à porter plainte ». Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous les poussez à porter plainte puisque il y aurait effectivement d'autres enfants qui pourraient être mis en danger? Quelle est votre posture d'avocat face à ces adultes qui renoncent ou qui ont du mal à porter plainte? On ne peut pas forcer une personne à déposer plainte si elle n'en ressent pas la volonté et si effectivement le fait de déposer plainte, ça ravive des souvenirs douloureux et qu'elle ne veut pas le faire. Mais c'est vrai que si effectivement il y a d'autres enfants qui sont potentiellement en danger, il est parfaitement possible de faire un signalement au procureur de la République. C'est parfaitement possible, même si la personne elle-même ne veut pas déposer plainte, il est parfaitement possible de tenter de protéger les victimes potentielles. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Alors donc, j'en reviens à ma première question. Est-ce que vous pensez qu'au bénéfice de l'allongement de ce délai de prescription, nous allons recevoir, les avocats vont recevoir de plus en plus de demandes de majeurs qui souhaitent porter plainte contre leurs proches parents pour des questions d'inceste?
Eh bien, c'est une innovation, cette loi, absolument révolutionnaire, si je puis dire, parce que le délai de prescription, il était extrêmement court pour une agression sexuelle. Le délai de prescription était de 3 ans. Alors maintenant, effectivement, la prescription en matière délictuelle, elle est passée à 5 ans, de façon générale, mais pour ce type de délit, elle est de 6 ans. Donc, elle a été purement et simplement doublée. Mais en matière criminelle, elle est véritablement étendue de façon exponentielle. Avant, effectivement, à la majorité, si effectivement les faits avaient eu lieu lorsque l'enfant avait moins de 10 ans, il était possible de ne rien faire. Donc, il y a eu une première avancée qui a permis de faire courir la prescription à l'âge de la majorité, à 18 ans, mais jamais personne n'aurait imaginé, en matière de viol, en matière d'agression sexuelle, une extension des délais de prescription aussi important. Là, comme vous le disiez justement, on est à 30 ans. Donc, 30 ans, non pas à partir des faits, mais à partir de la majorité de la victime. Ce qui fait que jusqu'à 48 ans, il est possible de déposer plainte. Alors, Maître Alex Buchinger, excusez-moi cette question pas très politiquement correcte, mais est-ce que cette extension du délai de prescription n'est pas par trop cosmétique? Parce que quel dossier, quelle pièce peut-on avoir 30 ans plus tard pour porter plainte contre quelqu'un? Ça paraît difficile. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que effectivement, en théorie, c'est une avancée très forte. En pratique, ça permet, si vous voulez, à la victime de faire un travail sur elle-même en déposant plainte. Mais à l'arrivée, si l'auteur des faits, 30 ans plus tôt, les nie et qu'il n'a absolument aucun élément, aucun témoin susceptible de venir apporter son concours à la justice, ça risque fort d'aboutir à un classement sans suite ou, en cas de dépôt de plainte avec conscience partie civile, à un non-lieu. C'est extrêmement compliqué déjà d'apporter la preuve de faits aussi graves alors qu'ils se déroulent dans un huis clos. On a vu que pour les enfants, lorsque la plainte est déposée très rapidement, les psychologues, les psychiatres sont là pour faire la part du vrai et du faux, mais 10, 20, 30 ans plus tard, c'est difficile. Dans le cas de l'affaire qui a beaucoup été évoquée, c'est notamment la sœur qui a jeté un pavé dans la mare. C'est pas la victime elle-même. La victime elle-même, son frère n'a pas déposé plainte. Mais le fait que cette sœur ait fait ce livre et dévoilé au grand jour ce qui se passait derrière les murs de cette villa, ça fait qu'on s'est intéressé de très très près à l'auteur. Il n'y a pas de doute possible, il a reconnu les faits, mais les faits sont prescrits. Donc, quelque part, dans des situations de fait telles que celle-là, cette prescription peut s'avérer tout à fait utile. Mais lorsque personne ne dit rien, lorsque personne ne sait rien, 30 ans, c'est très très long et je vois difficilement comment une victime, à part sa bonne foi, pourrait apporter la démonstration du fait que l'agression ou le viol a été avéré tant d'années auparavant. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Alors, on arrive quasiment à la fin de ce webinaire, mais je vous remercie de nous suivre encore 5-10 minutes parce que voilà, les témoignages du docteur Trincart et de Betsabe Ifra vont être extrêmement importants. Docteur Trincart, tous ces adultes qui se réveillent et qui se disent voilà ce que j'ai subi et qui comprennent aussi peut-être des violences qu'ils ont continué à subir dans leur vie d'adulte, qui prend ses racines très certainement dans ces traumas initiaux. Comment est-ce que vous pourriez nous réexpliquer très rapidement comment fonctionne cette fameuse mémoire traumatique qu'a pris en compte le législateur précisément en allongeant ce délai de prescription et surtout, je dirais en termes de mots de la fin, à vous et à Betsabe Ifra, comment ces personnes-là qui ont toujours vécu avec ce trauma, qui l'ont répété d'une manière ou d'une autre peut-être dans leur relation affective ou amoureuse, comment est-ce qu'on se guérit de ça? Comment est-ce qu'on se soigne de ça? Si c'est possible, puisque Catherine Laborie nous parlait de justice restaurative. Catherine, je me permets de vous dire, malheureusement, la justice n'est pas toujours restaurative, puisque comme le disait Maître Alex Buchinger, il est parfois extrêmement complexe
de faire condamner les auteurs, d'actes incestueux ou de maltraitance des décennies après. Par contre, effectivement, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à ce que d'autres experts ou combien soient présents avec nous à l'occasion de ce webinaire, eh ben, il y a d'autres manières de s'en sortir. Donc, docteur Trincart, en 2 temps rapidement, puisqu'il est déjà 15h30, nous expliquer le fonctionnement de la mémoire traumatique, voilà, à l'âge adulte, et nous donner des pistes, aux participants professionnels de ce webinaire pour aider les personnes qu'elles rencontrent, pour les aider elles-mêmes à s'inscrire dans un parcours thérapeutique ou aider leurs enfants sur le chemin de ce qu'on appelle la résilience. Si vous voulez rallumer votre micro. Alors, je voudrais juste dire quand même que d'après notre enquête, 81% des répondants estimaient que la justice n'avait pas joué son rôle et 70% ne s'étaient pas sentis reconnus comme victimes par la police et la justice. Mais 62% des victimes seraient prêtes à porter plainte à nouveau si c'était à refaire. Ça montre que la nécessité de réparation judiciaire est quand même fondamentale pour les victimes. On est quand même des êtres de justice, hein. Les êtres humains, on s'inscrit dans une société, c'est fondamental pour nous. Et ça veut dire que même si ça a été classé sans suite, même s'il y a eu des non-lieux, etc., avoir au moins été entendu par la société, que au moins il y a eu un début de procédure judiciaire, pour la victime, c'est extrêmement important. Après, tout le monde n'a pas besoin forcément du processus judiciaire pour se restaurer, pour se réparer, mais quand même pour énormément de victimes, c'est extrêmement important que, au moins, par exemple, elles aient pu pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie et que, au moins, il y ait quelqu'un qui ait écouté leur histoire, qui l'ait notée, qui l'ait recueillie. Voilà, déjà, ne serait-ce que ça, c'est extrêmement important. Donc, la mémoire traumatique, grosso modo. Excusez-moi, Judith. Oui. Je me permettrai juste de préciser ma question. On parle souvent d'amnésie traumatique. Oui, alors j'allais y venir. La mémoire traumatique, c'est un phénomène qui se produit chez une personne quand elle est confrontée à un psychotraumatisme tellement violent que son intégrité vitale, psychologique et physique est menacée et que ce phénomène parallèle s'enclenche de façon inconsciente. C'est un mécanisme de survie qui produit une anesthésie physique et psychique avec une dissociation où la personne se retrouve expulsée d'elle-même et en même temps ce circuit parallèle intègre les mémoires, les souvenirs de manière totalement dysfonctionnelle et ça permet en fait de se dissocier pour pouvoir survivre, mais à long terme ça va produire des effets délétères où la personne va développer des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, ne plus arriver à se souvenir des choses de façon normale. Et surtout, ça va produire des conduites d'évitement involontaires où la personne va éviter tout ce qui lui rappelle inconsciemment le traumatisme passé et surtout des conduites dissociantes où la personne va de nouveau se réexposer à des violences dans un cercle vicieux où les violences réalimentent la mémoire traumatique et où la mémoire traumatique expose de nouveau à des violences. Suite à ce psychotraumatisme, les personnes peuvent développer également ce qu'on appelle soit un déni, c'est-à-dire qu'en fait elles sont dans la négation de ce qui leur est arrivé pour se protéger de la violence des souvenirs, soit elles développent ce qu'on appelle des amnésies post-traumatiques, c'est-à-dire que le psychisme, là aussi pour se protéger de la violence de ce qui a été vécu, oublie complètement tous les souvenirs de l'agression violente que la personne a vécue. Et donc, ces mécanismes de déni et d'amnésie empêchent là aussi la personne de pouvoir aller faire un dépôt de plainte, de pouvoir raconter la violence de ce qu'elle a vécu et de pouvoir s'exprimer, enfant ou adolescent, sur la violence sexuelle. Voilà. Et ça peut durer très, 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 très longtemps, ce déni ou ces amnésies, puisque, par exemple, l'acteur Francis Huster n'a pu parler que 50 ans après la majorité. Donc, il a pu parler qu'à l'âge de 70 ans du viol qu'il avait subi enfant. Donc, vous imaginez bien que même avec le progrès qu'on a fait et qui est pour nous, association, un petit plus, mais qui n'est pas encore ce qu'on demande, c'est une personne qui arrive à 70 ans et qui peut ne parler qu'à l'âge de 70 ans de ce qu'il a vécu. La prescription qu'on
sur laquelle on a avancé n'est pas suffisante. Et nous, on demande à ce que l'inceste et les violences sexuelles soient imprescriptibles parce qu'il y a des gens qui n'arrivent à parler que très tard de ce qui leur est arrivé. Le fait que, effectivement, au bout d'un moment, les preuves aient disparu n'est pas pour nous un obstacle, hein, puisque même quand un enfant arrive à dénoncer à l'âge de 11 ans les violences qu'il a subies à l'âge de 6 ans, les preuves, elles ont déjà disparu, donc ça n'est toujours que parole contre parole. Et puis, dans les crimes contre l'humanité, il y a des crimes contre l'humanité qu'on arrive à révéler que 60 ou 80 ans après qu'ils ont été commis, et les preuves, elles ont quasiment toutes disparu. Donc, la disparition des preuves n'est pas un argument. Et puis, le fait qu'il y ait une imprescriptibilité des violences sexuelles et de l'inceste, c'est aussi très important parce qu'une personne auteur d'inceste ou un pédocriminel ne s'arrête jamais à une ou deux victimes, mais c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais de commettre des crimes. Et on a des incestueurs ou des pédocriminels qui ont un tableau de chasse avec 200 victimes à leur actif. Et donc, au moment où une personne dénonce les faits à l'âge de 50 ans, il y a encore des nouvelles victimes qui sont en train d'être victimées. Donc, ça permet, peut-être que là, on n'a plus de preuves pour la personne de 50 ans, mais on a des nouvelles victimes qui sont en train d'être commises et pour lesquelles on peut avoir des preuves. Donc, nous, on demande vraiment l'imprescriptibilité, association, parce que ça permet vraiment de rendre justice aux victimes de ces crimes graves. Voilà, je termine. Merci beaucoup Judith. Bethsabée, les chemins de la réparation, vous qui touchez les gens, qui parlez aux gens, victimes de enfants ou adultes, est-ce que la réparation par le toucher, ça peut fonctionner? Alors, déjà, je tiens à préciser que je suis toujours en support. Hein. Je suis en support avec les professionnels de santé, avec les psychologues. Ça, c'est très important de le signaler. Et on fait vraiment du bon travail quand on travaille ensemble. Donc, je reviens juste sur cette histoire de traumatisme et comment elle s'inscrit dans le corps, parce le traumatisme s'inscrit dans le corps, vraiment, réellement. Donc, le docteur Trincart a parlé de sidération, et du coup, cette sidération, elle va entraîner un blocage émotionnel. D'accord, il n'y a plus d'émotions. Les personnes sont très, très, très loin de leurs émotions. Et la deuxième chose dont a parlé Dr Trincart au tout début, c'était cette histoire de confiance. C'est que le lien de confiance est perdu. Et donc moi, c'est là-dessus que je vais travailler. En séance, tout l'objectif, ça va être vraiment de répondre à la question comment. Le pourquoi, c'est pas notre histoire en fait. Nous, en massage et en sophro, comment je vais faire pour réintégrer mon corps? Comment je vais faire pour apprendre à ressentir à nouveau? Parce que les gens se coupent de leur ressenti. Je me souviens en massage, une dame s'allonge, d'accord, je fais du massage du ventre hein, pour tout ce qui est traumatisme. Je suis à sa tête, elle croyait que j'étais à ses pieds. Pour vous expliquer un petit peu à quel point il y a plus de corps, c'est terminé le corps. Le corps n'est que souffrant. Donc, un corps souffrant, on n'en veut pas en fait. Donc, on s'éloigne de ce corps souffrant. On s'éloigne de j'ai mal. Donc, tout le chemin, c'est ça. C'est premièrement, et surtout en sophro, de recréer un lien et un lieu de sécurité. Ça va être la première chose à faire. La deuxième chose à faire, et vous en avez parlé Judith, c'est que les personnes n'arrivent pas à parler, elles sont submergées par leurs émotions. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est apprendre à la personne juste par la respiration et le mouvement. Je fais une sophrologie en mouvement personnellement parce que ça permet au mental de se calmer, d'apprendre à ne plus se laisser submerger, d'accord? Parce que sinon, elle ne pourra pas parler. Une fois que tout ça c'est fait, elle peut retourner chez le psy pour revisiter l'histoire, si elle a envie de revisiter l'histoire. Donc, sur le corps, c'est vraiment comment je vois ça. Le corps est ultra tendu. Ce sont des personnes qui sont en ultra stress permanent parce qu'ils sont soit dans la lutte, d'accord, soit dans la fuite. Donc, ce sont des gens qui sont ultra tendus,
mais qui ne savent même pas qu'ils sont tendus. Il n'y a pas de notion de je suis tendu, je suis détendu. Donc, on va travailler là-dessus. Ça, c'est plus en sophro. On va vraiment travailler sur qu'est-ce que c'est que d'être détendu, qu'est-ce que c'est que de contacter mes émotions. Et oui, si je contacte mes émotions, alors c'est pas forcément des émotions qui vont me faire souffrir. Donc, de recréer ces connexions-là de l'émotion, c'est pas forcément une souffrance. Et puis en massage, et c'est très intéressant le toucher, moi j'utilise du coup beaucoup ce toucher parce que ce sont des personnes qui ont été violentées, donc le toucher a été destructeur. Alors est-ce qu'on peut réparer par le toucher? Donc il faut savoir que quand je touche un ventre déjà, les tissus sont soit très très durs, et je ne peux pas poser, et je pourrais enfoncer ma main que la personne ne sentirait rien, soit que je peux à peine effleurer et que la personne hurle. Ça, c'est vraiment important dans ce massage du ventre, le ressenti. Et puis, il faut savoir que tout est dans le corps et que il m'est arrivé 1 ou 2 fois de sentir sans rien dire, parce que ça n'est pas mon métier et que je ne suis pas là pour ça, de poser ma main sur le massage du ventre va quasiment jusqu'au pubis, d'accord, de poser ma main à cet endroit-là, et là je sens qu'il y a quelque chose qui se contracte et je sens une crispation de ma personne. Alors je ne suis, encore une fois, ça n'est pas mon métier. Moi, mon métier, ça va être petit à petit, déjà de leur faire comprendre que le toucher, c'est possible. Deuxièmement, dans ce type de massage, je vais leur apprendre elles-mêmes, je travaille avec des femmes, à se masser elles-mêmes. Parce que le problème de l'inceste, c'est qu'on est tellement éloigné du corps, qu'on est éloigné des émotions, mais aussi de la bienveillance envers soi-même. D'accord? On n'a plus envie de se faire du bien. Donc, tout le chemin de réparation, il va passer par créer un lieu sécure, apprendre à ne pas se laisser submerger, ce qui va amener à reconnaître des émotions. Je vous fais juste le chemin et j'arrête. Ce qui va amener à oui, je peux ressentir autrement que dans la souffrance. Il y a d'autres formes de ressenti. J'ai faim, donc je ressens. Ce sont des personnes qui ne ressentent plus rien. D'accord? Et puis, du coup, quand on arrive là, on arrive à ce qu'on appelle la conscience de soi. Et puis, après vient cette sensation d'être vivant. Hein, et après de bienveillance. Donc c'est un chemin qui peut être long, qui peut être pas si long que ça. Il ne faut pas non plus dire que c'est systématiquement très long. Et à chaque fois, travailler vraiment avec des psys, avec des psychiatres, c'est ce qui fonctionne le mieux, et réapprendre que le corps, oui, ça a une mémoire et ça a tout emmagasiné, mais on peut réparer par là où on a subi. Juste, je sais qu'on n'a plus le temps. Ce livre qui est super, d'accord, pour les gens qui sont intéressés par le sujet, qui s'appelle « Le corps n'oublie rien ». Je ne sais pas comment on le voit à la… Bon, voilà. Qui a été écrit par un psychiatre américain et où on voit vraiment comment tous les traumatismes sont inscrits dans le corps et comment tout est possible. Tout est possible. Voilà. Merci beaucoup, Betsabé. Très, 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 très éclairant, très intéressant pour vous, assistants sociaux, médecins du travail, RH, pour orienter au mieux les personnes que vous rencontrez. C'est possible. Et comme le disait Betsabé, c'est pas forcément un temps extrêmement long. Maître Alex Buchinger, on nous a posé la question. Alors là, on revient, pardonnez-moi, Betsabé, Ifra et Dr Trinca, pour quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Parlons des dommages et intérêts, Maître Alex Buchinger. C'est souvent la réparation financière, c'est aussi un incontournable du procès pénal. Est-ce que les personnes victimes de maltraitance, enfants ou des mineurs eux-mêmes, ou d'inceste, peuvent toucher, percevoir des dommages intérêts suffisamment significatifs pour que ça fasse, je dirais, le poids de la souffrance ou de ce qu'ils ont vécu, ou alors il ne faut pas attendre grand-chose de la justice concernant les dommages et intérêts? Bien, je vais vous dire ce qu'on peut en attendre. Pour des faits d'une telle gravité, la fourchette va de 15 000 à 35 000 euros, ce qui est tout à fait ridicule. Aux États-Unis, il faudrait rajouter des zéros. En France, la réparation du préjudice moral est très mal indemnisée, et je dirais que, au vu des affaires que je suis amené à traiter depuis un certain nombre d'années, la fourchette actuelle a évolué, mais doucement, c'est entre 15 000
et 35 000 euros. Alors, bien entendu, s'il y a eu des conséquences beaucoup plus graves, s'il y a eu des atteintes graves sur le plan du psychisme, et si c'est étayé par un expert en psychiatrie, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas percevoir davantage de dommages et intérêts que cette fourchette que je viens d'évoquer, plutôt que d'avoir des traumatismes extrêmement graves qui suivront la victime toute sa vie. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Est-ce que vous pouvez juste pour terminer, nous expliquer rapidement, en fait, la plainte avec constitution de partie civile, cette notion de constitution partie civile qui est liée aux dommages et intérêts et les dommages et intérêts sont parfois perçus bien plus tard après la condamnation, ce qui complexifie la procédure pénale en 2 minutes. Je vais essayer de vous lire très très vite. Alors, bien entendu, lorsque il y a une plainte de déposer et que le procureur de la République, une plainte simple au commissariat ou au procureur lui-même, et que le procureur déclenche les poursuites, lui qui a l'autorité des poursuites, eh bien l'affaire est fixée à une audience. Et là, à cette audience, la victime peut se constituer partie civile. Il suffit de dire au président ou à la présidente, je me constitue partie civile et je demande des dommages et intérêts. Par contre, si effectivement les faits sont un peu compliqués, pas tout à fait faciles à appréhender, eh bien, il y aura une ouverture d'information, la désignation d'un juge d'instruction. À ce moment-là, l'auteur des faits sera mis en examen. Bon, il pourra être placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés ou sous contrôle judiciaire. Et là, au début de l'instruction, il suffit que la victime écrive au juge d'instruction et dise « je me constitue partie civile », voire « je désigne tel ou tel avocat », et elle a accès au dossier, à tous les éléments du dossier. Et ensuite, il y a un long parcours du combattant, l'instruction avec toutes ses vicissitudes. On aboutit soit à une ordonnance de non-lieu, si effectivement les faits ne sont pas avérés, soit à un renvoi devant le tribunal correctionnel ou un renvoi devant la cour d'assises s'il s'agit de faits criminels. Et là, devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'assises, la victime devenue partie civile, elle sollicite des dommages et intérêts. En matière de correctionnel, il y a la phase pénale, la phase civile, l'une après l'autre. Donc, on plaide pour l'application de sanctions pénales et sur les intérêts civils, on demande des dommages et intérêts. Devant la cour d'assises, il y a l'audience qui peut durer 3, 5, 8 jours, parfois plusieurs semaines. L'affaire, elle est plaidée, le verdict est rendu, la personne, elle est condamnée, et de suite après, il y a ce qu'on appelle l'audience civile, donc qui est vraiment très restreinte. Les 3 magistrats professionnels, pas les jurés, l'avocat général, les avocats de part et d'autre, on sollicite des dommages d'intérêt, la cour se retire pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, elle revient et elle a rendu son jugement sur les intérêts civils, à savoir elle a fixé des dommages d'intérêt. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Il est 15h48 et vous êtes encore 63. Et je vous remercie infiniment de nous avoir suivis avec une telle fidélité. C'est vrai que tous nos intervenants étaient absolument passionnants. Avant de laisser le mot de la conclusion au Dr Trincart et à Betsabé Ifra, je vous signale simplement, parce que souvent vous nous le demandez, où est-ce que vous pouvez nous poser des questions, éventuellement si vous souhaitez nous orienter dans le cadre de consultations juridiques gratuites, vos salariés ou vos agents, parce que ces questions sont éminemment complexes. Il ne faut surtout pas se lancer dans des procédures ou dans des démarches pour lesquelles on ne serait pas assuré voilà, que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous en ligne. Désormais, voilà, c'est très moderne sur le site du cabinet, comme une sorte de Doctolib. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne très rapidement pour une consultation au cabinet, en visio, par téléphone, pour poser toutes vos questions quasiment sans limite de temps, que ce soit pour vous professionnels ou les salariés et les agents. Docteur Trincart, je me permettrai simplement, avant de vous donner la parole, et ça fera l'objet d'un webinaire en tant que tel, on n'a pas pu aborder la question spécifique des auteurs de maltraitance ou des auteurs d'inceste, parce qu'ils sont souvent eux-mêmes, ils ont souvent eux-mêmes subi dans leur enfance maltraitance et inceste. Ce que je veux vous dire à vous, assistants sociaux, c'est que dans vos bureaux, où tous les échanges sont couverts par secret professionnel, vous êtes certainement amenés aussi à recevoir des auteurs d'inceste
ou de maltraitance qui sont mis en cause dans des procédures, eh bien, eux aussi, je dirais, il faut absolument les amener à élaborer un process thérapeutique extrêmement important. Je vous renvoie à un livre de référence dans lequel a écrit le docteur Trincart, vraiment un livre absolument complet qui s'appelle « Violence conjugale et famille » aux éditions Duno, sous la direction des psychiatres Roland Coutenceau et Muriel Salmona. Alors là, vraiment, ça ne parle pas spécifiquement d'inceste ou de maltraitance, mais sur les violences conjugales ou intrafamiliales, ça offre un prisme de réflexion et d'action d'une finesse extraordinaire. Moi, c'est mon livre, pas de chevet, mais en tout cas, je le garde toujours sur mon bureau quand je reçois des personnes qui ont trait à ce type de procédure. Donc, tout ça pour vous dire que la question aussi des auteurs, elle est extrêmement importante et on aura l'occasion de l'aborder à l'occasion du nouveau planning de webinaire ou peut-être de petits déjeuners juridiques en présentiel au cabinet à partir de septembre 2021. Docteur Trincart, si vous aviez une idée, une vision ou quelque chose que vous n'auriez pas encore pu nous dire, voilà, je vous laisse la parole. Oui, non, merci beaucoup, Judith. Oui, la question de l'auteur, elle est cruciale aussi, puisqu'effectivement, on sait que dans le cas des violences conjugales, 50 à 60% des hommes qui sont agresseurs ont eux-mêmes été victimes de violences intrafamiliales ou ils ont assisté aux violences conjugales qui étaient commises contre leur mère. Et on sait que pour les violences sexuelles et l'inceste, les agresseurs ont eux-mêmes été victimes de ces violences. Donc, à un moment donné, il faut casser ce cycle infernal du psychotraumatisme, de la mémoire traumatique, de la transmission de la violence. Ça n'excuse absolument pas ce que ces agresseurs commettent, mais il faut en avoir conscience, surtout que dans un certain nombre de cas, les mineurs victimes de violences, dans les cas de violences sexuelles qui sont commises sur ces mineurs, les auteurs sont eux-mêmes des mineurs. Donc ça veut dire que eux-mêmes ont été victimes, et donc quand on prend en charge un mineur auteur de violences sexuelles, il faut se poser la question de le traiter comme auteur de ces violences sexuelles, mais comme victime aussi. Donc, il y a une double prise en charge qui doit être faite et pas le traiter uniquement comme auteur, mais aussi comme victime et se poser la question de qui il a été victime dans son entourage et s'il a été déjà victime lui-même d'un mineur ou d'un majeur et de casser, de briser cette chaîne parce que la violence, quelle qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, verbale, quelle que soit la nature de la violence, c'est exactement comme un virus ou comme une bactérie, c'est contagieux. Voilà, c'est contagieux. Et donc, ça se passe de personne à personne, ça se passe d'être humain à être humain. Et à un moment donné, il faut casser cette chaîne de contamination et se dire qu'il va falloir l'interrompre. Merci beaucoup, Judith, pour ce mot de la fin qui ouvre, encore une fois, voilà, sur une autre manière d'appréhender ce sujet, mais nous y reviendrons. Betsabé. Alors, merci beaucoup d'avoir compris que le corps, il était là, il était présent. On est dans une société où le mental prend toute la place. Et vraiment, merci de m'avoir invité parce que enfin, il va pouvoir se passer des choses avec les victimes qui en ont besoin. Je crois beaucoup à la pluridisciplinarité. Je crois beaucoup qu'on peut travailler ensemble. Moi, je suis pas psy, c'est pas ma formation, mais les psys m'envoient et je renvoie aux psys. Je finis juste sur une phrase que m'a dit une fois une personne qui a eu une libération émotionnelle lors d'un massage, qui avait oublié, d'accord, qui avait oublié. Et donc, après une série de ce fameux massage du ventre qui est extraordinaire, m'a juste dit, pour la première fois, je me sens humaine. Voilà, je finis là-dessus parce que sur cette note d'espoir sur la réparation qui passe aussi par le corps. Merci beaucoup. Merci Betsabé. Donc voilà, il faut faire appel à des intervenants qui soient capables de porter, d'accompagner ces problématiques ô combien douloureuses. Et mon petit mot de la fin serait que, en tout cas, dans ma pratique d'avocat, ce que j'ai à cœur évidemment, c'est de défendre évidemment les clients,
mais c'est aussi d'une certaine manière de les sortir de ce statut de victime dans lequel ils se sont inscrits, soit inconsciemment, soit consciemment, soit que leur assigne, je dirais, la société. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui me tient vraiment, vraiment à cœur, de les associer à la procédure, de bien leur expliquer. Moi, le dernier conseil que je vous donnerai à vous, assistants sociaux, c'est de faire un vrai travail didactique et d'envisager le sujet avec toute la nuance qu'il mérite, puisqu'on l'a dit tout au long de ce webinaire, quasiment 2 heures, c'est que les sentiments sont souvent complexes, il y a des conflits de loyauté, il y a la honte, la culpabilité. Betsabe Ifra a même parlé effectivement parfois peut-être même de plaisir qu'aurait pu ressentir de manière comme ça floue un enfant à l'occasion d'un rapprochement des corps. Donc tout ça est éminemment complexe et ces sujets-là doivent être abordés avec, la complexité qu'ils méritent, mais aussi avec l'urgence qu'ils nécessitent, comme on l'a dit, avec le fonctionnement de la CRIP, les signalements qui sont extrêmement importants. Donc, n'hésitez pas à dire aux salariés ou aux agents que vous rencontrez de se diriger vers des praticiens, des spécialistes, médecins, avocats, psychiatres, quelques pratiques que ce soit, mais qui soient vraiment formés à ces questions-là pour les aider, les accompagner et les sortir aussi rapidement que possible de ces problématiques-là. Je remercie beaucoup le docteur Judith Trincart pour sa deuxième participation. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup Betsabe Ifra. Vous reviendrez, à n'en pas douter. Tout ce qui a trait à la corporalité innerve énormément de matière du droit. Je vous remercie de nous avoir suivis si nombreux pendant 2 heures et je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires, des thématiques extrêmement intéressantes. La semaine prochaine, ce sera sur le divorce international et participera une psychologue de l'Hôtel Dieu qui est une américaine et qui a fondé une association pour défendre les femmes anglophones, en tout cas d'autres nationalités que françaises, qui seraient victimes de violences conjugales ou mariées à des Français. Donc, c'est extrêmement intéressant, toutes les problématiques liées au divorce européen ou internationaux. Voilà, merci beaucoup. Je suis toujours aussi ravie. Le sujet l'été, je ne peux pas vraiment dire ça pour le sujet d'aujourd'hui, mais très, très heureuse de voir que vous manifestez votre intérêt pour cette vision pluridisciplinaire de ces thématiques et problématiques aussi importantes. À très bientôt. Merci Judith, merci Betsabe. Maître Alex Buchinger a dû partir en audience, mais je le remercie aussi pour l'apport de sa présentation. À très bientôt. Au revoir.